Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un gros morceau du programme de HEGSP, l'enjeu de la connaissance. On va voir ensemble que le savoir, ce n'est pas juste une affaire de livres et de leçons. Non, c'est un véritable enjeu de pouvoir, une lutte permanente. On va se concentrer sur l'axe 1, produire et diffuser des connaissances. Vous êtes prêts? On y va. Alors, voilà le programme du jour. Et regardez bien ce plan, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est littéralement la structure qu'on attend de vous dans une composition au bac. On va poser les bases, puis faire un voyage dans le temps pour comprendre comment on en est arrivé à la situation actuelle. Bon, on commence. Et vous le savez, en HGGSP, tout part des définitions. Si le vocabulaire n'est pas clair et précis, toute l'argumentation qui suit risque de s'effondrer. C'est vraiment la fondation de votre réflexion. L'alphabétisation. Pensez-y une seconde. C'est bien plus que de savoir déchiffrer des mots. C'est la porte d'entrée vers l'information, la capacité à se forger une opinion, à contester un ordre établi. En bref, c'est un formidable outil de libération. Alors là, attention, sortez les surligneurs. La communauté scientifique. L'idée, elle nous vient du sociologue Robert Camerton, et elle est absolument cruciale. La science, ce n'est pas l'œuvre d'un génie isolé dans son laboratoire, c'est une construction collective, un travail d'équipe. Et croyez-moi, placer Merton et évaluation par les pairs dans votre copie, ça fait vraiment la différence. Et voilà. Tout ça nous amène à la question centrale qui va nous guider, notre problématique, celle que vous pourriez poser en introduction de dissertation. Comment est-ce que le fait de produire et de partager des savoirs devient un enjeu de pouvoir et même un enjeu géopolitique majeur? Gardez-la bien en tête, c'est notre fil rouge. Bon, pour répondre à cette question, il faut faire un petit retour en arrière. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Pendant des siècles, le savoir, c'était un club très privé. Son accès était tout sauf une évidence. C'était une véritable conquête. Pour illustrer ça, regardez cette phrase de Fénelon. On est au XVIIe siècle. Fénelon, ce n'est pas n'importe qui, c'est un poids lourd intellectuel et religieux de l'époque. Et il écrit noir sur blanc, rien n'est plus négligé que l'éducation des filles. C'est d'une clarté totale. Ça montre bien que l'idée même d'instruire les femmes était vue comme inutile, voire dangereuse. Leur rôle, c'était la maison. Point final. Et ce parallèle est super intéressant. D'un côté, on a l'éducation des femmes, complètement cadenassée par les institutions religieuses, dans un but purement domestique. De l'autre, on a une science qui est encore une affaire d'individus isolés, sans vraie structure pour partager les découvertes. Le point commun entre les deux, le savoir est confisqué. Il est contrôlé, il ne circule pas. C'est de là qu'on parle. Alors, la question c'est, comment on sort de ce blocage? Qu'est-ce qui va bien pouvoir faire sauter ces verrous? Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, la communauté. C'est l'action collective, le fait de s'organiser qui va tout changer et tout accélérer. Pour l'éducation des filles, l'acteur qui va tout bousculer, c'est l'État. Cette frise chronologique, elle raconte l'histoire d'une bataille politique acharnée. Des premières lois de Guizot jusqu'au coup de tonnerre des lois de Jules Ferry en 1880-82, l'État va imposer son modèle, une école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Et en faisant ça, il arrache littéralement à l'Église son monopole sur la formation des esprits. Regardez cette caricature de 1902. Ça, c'est un document en or pour le bac. Il illustre parfaitement la violence de ce bras de fer. On voit très clairement la République qui chasse le religieux de l'école. C'est un combat pour le contrôle des consciences, un enjeu de pouvoir à l'état pur. Savoir analyser ça, c'est montrer que vous avez pigé le truc essentiel. Diffuser le savoir, ce n'est jamais un acte neutre. D'accord, donc pour l'éducation, c'est l'État qui a forcé la porte. Mais pour la science, la révolution est venue de l'intérieur. Ce sont les scientifiques eux-mêmes qui ont décidé de s'organiser, de créer une communauté par-delà les frontières pour avancer ensemble. Et l'acte de naissance de cette nouvelle science, c'est le premier congrès Solvay, en 1911. C'est un moment historique. Il faut imaginer la scène. Einstein, Marie Curie, Henri Poincaré, tous les plus grands cerveaux de l'époque sont réunis. Fini le travail en solitaire, là, ça discute, ça débat, ça se contredit, ça collabore. Bref, la science moderne est en train de naître sous nos yeux. Ok, donc on a vu comment le savoir s'est libéré, comment sa production s'est accélérée. Mais attention, cette libération a aussi ouvert une sorte de boîte de Pandore. Parce que plus de savoir, eh bien ça veut dire plus de pouvoir. Et ce pouvoir, c'est une arme à double tranchant. D'abord, le côté pile, le côté positif. Cette carte de l'alphabétisation des femmes, il faut la lire comme une carte géopolitique. Elle nous dit quelque chose de très simple. L'accès au savoir est un levier de puissance et de développement. Regardez, les zones les plus sombres, ce sont souvent des régions instables ou des États en crise. C'est pour ça que des acteurs comme l'UNESCO en font un combat majeur, un outil de soft power. Et pour appuyer ça, un chiffre. Un seul chiffre à retenir, mais il est terrible. Sur les 750 millions d'adultes analphabètes dans le monde, les 2/3 sont des femmes. 2/3, c'est un chiffre choc, un exemple parfait à placer dans une copie pour montrer que vous maîtrisez les ordres de grandeur et les enjeux humains qui se cachent derrière les statistiques. Et maintenant, le côté face, le côté sombre. Cette double image est parfaite pour comprendre.
À gauche, la science qui sauve, les voitures radiologiques de Marie Curie sur le front de 14-18, les petites Curie, le savoir au service de l'humanité. Et à droite, eh bien, la même découverte, la radioactivité, mais complètement détournée. On vendait de sous-vêtements radioactifs comme un produit de bien-être. C'est l'exemple parfait de la perversion d'une connaissance par l'appât du gain et l'ignorance. Et là, on franchit un cap. C'est le point de bascule. La fameuse lettre d'Einstein au président Roosevelt, en 1939. À ce moment précis, la physique nucléaire quitte le laboratoire pour entrer au cœur du pouvoir politique. Elle devient un enjeu géostratégique majeur. La crainte que l'Allemagne nazie obtienne la bombe en premier déclenche le projet Manhattan. La connaissance devient l'arme suprême. Après l'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est le réveil brutal. Une prise de conscience terrible pour beaucoup de ces scientifiques. Le manifeste Russell-Einstein, en 1955, c'est leur cri d'alarme. C'est la communauté scientifique elle-même qui, horrifiée par sa propre création, se dresse face au pouvoir politique pour leur dire « Stop, le pouvoir que nous vous avons donné peut anéantir l'humanité ». Bon, on a vu énormément de choses. C'est le moment de tout rassembler, de faire le point pour que ce soit bien clair dans votre tête, notamment pour les révisions du bac. Ce tableau, c'est votre fiche de survie pour le bac. Le but du jeu, c'est de tisser des liens. Vous prenez une notion, alphabétisation, vous la connectez à une date clé, les lois Ferry, puis à un exemple contemporain valorisable, comme Malala Yousafzai. C'est ça qu'on attend de vous. Créer des ponts entre les notions, les dates, les exemples. C'est ce qui donne de la profondeur à une copie. Donc, pour conclure, s'il y a une seule et unique idée à retenir de tout ça, c'est bien celle-là. La connaissance n'a rien de neutre. Sa production, sa diffusion, c'est un acte politique. C'est toujours le résultat d'une lutte de pouvoir, une lutte pour l'émancipation ou au contraire, une lutte pour la domination. Et je vous laisse avec une question d'ouverture, le genre de question parfaite pour terminer une composition. On a beaucoup parlé d'histoire, mais aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle et de la désinformation de masse, la question est encore plus brûlante. Qui contrôle la connaissance aujourd'hui? Et surtout, pourquoi faire? La question reste ouverte.